Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, fondateur du site, et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Ravi de partager ce moment avec toi pour un podcast que j'espère pragmatique pour partager les bonnes pratiques du rayon fruits et légumes. Alors Chloé, je vais te présenter rapidement. Tu es consultante formatrice en fruits et légumes. Tu as été pendant longtemps chef de rayon chez Carrefour, chez Grand Frais. Tu as été animatrice de réseau chez Leclerc. Que peut-on dire de plus pour compléter ta présentation ? Je suis tombée dans les fruits et légumes étant toute petite par le biais de mes grands-parents qui étaient des grossistes. Donc en fait, je pense que c'est d'où est née la passion des fruits et légumes. Et après les études, je me suis dit je vais me lancer et ça a matché. Et comme on dit dans le fruit et légumes, une fois qu'on est dedans, c'est soit on aime et on y reste à vie, soit on n'aime pas et on le quitte. Donc voilà. Ouais, t'as fait quoi comme étude ? J'ai juste fait un bac commerce. En fait, j'ai fait un bac commerce parce que je me suis dit que comme je savais pas trop où aller après, c'était la meilleure option pour les ouvertures derrière. Et finalement, après, en restant dans le commerce, j'ai adoré et je me suis dit ça va être ma voie. Je l'ai dit en intro, tu as travaillé pour 3 enseignes. Est-ce que tu as un coup de cœur parmi ces enseignes ? Est-ce que tu peux nous donner peut-être les forces de chacune, qui sont très différentes pour le coup ? Oui, c'est vrai qu'elles sont toutes différentes. C'est vrai que Carrefour, ça a été assez rapide. Ça n'a pas été la plus grosse expérience. Donc ça va plus être Grand Frais, où là vraiment c'est là où j'ai tout appris sur fruits et légumes, où c'était vraiment spécialisé, c'était de la marchandise de qualité, où c'était beaucoup de rigueur et c'est vraiment là où je me suis formée sur les produits, sur le management d'équipe aussi, où j'ai beaucoup appris. Au début, on se dit on est chef et on va commencer assez fort. Et finalement, en fait, on se rend compte que l'humain, c'est le plus important. Parce que si on n'a pas d'équipe, on va nulle part. Et c'est vraiment, je pense, ma meilleure expérience. Je regrette pas d'être passé par cette enseigne pour ça. Et après, chez Leclerc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert plus le monde de la franchise. Avec des adhérents, et là justement les discours sont pas les mêmes, où justement c'est plus de la préconisation et c'est plus on travaille comme nous on a l'habitude de faire, si on va travailler avec eux pour les accompagner, et là ça m'a ouvert plus des voies dans le côté commercial et d'échange, d'accompagnement où chacun a son idée et justement on travaille ensemble pour aller jusqu'aux objectifs visés. Tu parlais de management, tu as géré jusqu'à combien de personnes ? Le plus, ça va être entre 10 et 11. Ça va être c'était des équipes très jeunes. De temps en temps, on avait des personnes un peu plus expérimentées, mais justement qui avaient peut-être plus compliqué à manager parce que justement, ils connaissaient le métier. Alors qu'avec les jeunes, souvent, ils commencent dans le métier et là, on part de zéro et on forme à notre façon. Et je pense que 10, ça a été le max. Et après, je suis tombée des fois à 2, 3 et c'était très compliqué pour des gros chiffres d'affaires. 10 personnes, ça commence à être déjà une belle équipe. Alors déjà, bravo pour ton parcours, hyper intéressant. Aujourd'hui, tu es indépendante. Ouais. Tu accompagnes des magasins, des enseignes, c'est ça, dans leur gestion des rayons fruits et légumes ? Oui, tout à fait, ouais. Donc souvent, je suis missionnée pour une mission. Donc soit c'est, la dernière, ça a été pour la gestion de sa casse, justement d'aller chercher les points de marge qui manquaient et pourquoi ils n'arrivaient pas à les atteindre. Et sinon, c'est de la présentation des produits et donc ça se déroule en forfait, donc c'est en horaire. Souvent, on demande 15, 20 heures, 30 heures sur les magasins. Et donc, c'est une immersion avec les équipes. Donc souvent, dès le matin, dès 5 heures, 6 heures, je suis présente avec eux, on fait la mise en place. Et après, justement, ça me permet bien d'analyser leurs soucis et justement aller les chercher avec les responsables et sur le suivi des collaborateurs. Ok. L'entreprise, elle a combien de temps ? Juillet, c'est tout frais. Ah oui, c'est tout récent. Ok. Alors Chloé, si j'ai souhaité te recevoir aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de proposer un podcast et un format très concret, très opérationnel pour celles et ceux qui travaillent ou qui aimeraient travailler au sein du rayon fruits et légumes.
On va découper ce podcast en 6 grandes questions pour connaître les fondamentaux de la gestion d'un rayon. On va parler merchandising, on va parler saisonnalité, de la casse, du management. Je suis sûr que cela va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Alors, première question, Chloé. On dit souvent que le rayon fruits et légumes est un des meilleurs rayons quand on travaille en grande distribution. Je pense que tu me diras pas le contraire. C'est un rayon très technique qui demande une grande rigueur. Quels sont, selon toi, les grands fondamentaux de la gestion d'un rayon fruits et légumes? Je pense que les fondamentaux, c'est d'aimer le produit qu'on va travailler parce qu'on ne met pas des conserves en rayon. On a un produit qui est vivant, d'où l'importance d'être présent sur le terrain et vraiment de connaître nos produits pour accompagner au mieux nos clients. Je pense que la connaissance produit, c'est la base. Il faut absolument que tous les collaborateurs connaissent les produits et leur façon d'être travaillés parce que c'est des produits qui ont besoin de soins et justement de finesse, on va dire. Enfin, on ne peut pas arriver et braquer un colis de pommes parce que forcément, tout de suite, le produit il est plus sensible. Je pense que c'est comme l'anti-gaspillage. On a mis en place les boîtes anti-gaspillage pour sauver les produits. Je pense qu'on peut aller plus loin encore dans ça. C'est vraiment dans la gestion. Je pense que tout responsable doit se mettre vraiment dans ses commandes. Donc, connaissance produit, effectivement, c'est un indicateur, enfin, un vecteur extrêmement important pour gérer ce rayon. Est-ce qu'il y a d'autres éléments pour toi qui sont essentiels à appréhender pour gérer ce type de rayon? Tout ce qui est saisonnalité aussi. Je pense que la saisonnalité, c'est important de la prendre en compte parce que souvent, on va vite être dépassé par beaucoup de produits qui arrivent et d'autres qui s'éteignent. Et on laisse les implantations comme ça. C'est un gros suivi d'anticipation, que ce soit dans les commandes, dans la gestion, dans l'humain. Il faut vraiment tout anticiper. Et si on n'a pas cette rigueur d'anticipation, je pense que c'est là notre point faible dans ce rayon-là. C'est quoi est-ce que tu as un outil clé en main aujourd'hui pour suivre la saisonnalité? Est-ce que tu as un calendrier, par exemple, avec le début de la saison de tel produit et fin de saison de tel produit? Comment tu suis cette saisonnalité? Est-ce que c'est, on va dire, de l'intuition? Est-ce que c'est de l'entrant via des fournisseurs? Alors non, j'ai pas de cadencier de saisonnalité. Je pense que maintenant sur Internet, on peut trouver tout. Si vraiment on a un doute, quand on vient d'arriver dans ce milieu-là, on peut savoir à quel moment la saisonnalité arrive. Après, moi, c'est l'intuition sur le rayon. À chaque fois que je vois un rayon, tout de suite, je sais qu'il y a un souci. Quand je vois deux linéaires de pêche nectarine alors qu'on est en pleine saison, tout de suite, on sent qu'il y a un souci. On sent que le chiffre est en manque et qu'on a encore peut-être en été des rayons entiers de pommes, des rayons entiers d'agrumes. Tout de suite, non, on n'est pas dedans. Il faut que le responsable justement suive ça et accompagne ses équipes pour ce changement-là. Pour moi, une saisonnalité, compter sur une année, il y a 4 grosses implantations à faire minimum 4 implantations à faire par an pour être aux normes des saisonnalités. Si on n'a pas fait ces 4, c'est qu'on va louper nos moments de commerce. Ok, on va y revenir sur la saisonnalité un peu plus en profondeur tout à l'heure. Tu as évoqué la partie gaspillage alimentaire, la partie anti-gaspi. Effectivement, on a vu beaucoup d'enseignes lancer leur propre panier anti-gaspi, même s'il n'y a pas que ça comme solution pour éviter le gaspillage. On parle aussi de valorisation animale notamment. J'en viens à ma deuxième question. Effectivement, une des particularités du rayon, c'est que la date de péremption n'est pas affichée sur le produit. Je fais écho là à mon premier patron qui m'expliquait qu'il n'y a pas de code barre sur une banane ou une orange. Ce qui veut dire que le rayon réclame une solide connaissance produit, comme tu l'as cité dans la première question. Est-ce qu'il y a un indicateur clé au sein du rayon qu'il faut suivre justement pour éviter cette démarque? Comment toi tu fais pour éviter le gaspillage? Alors je pense que le gaspillage, on peut pas l'éviter. On a un produit tellement sensible pour certains produits, tellement frais, que je pense qu'il est inévitable pour certaines familles de produits. Je pense que par contre on peut le limiter, oui, dans le sens où il faut absolument que le responsable soit à fond dans sa gestion, qu'il ait justement des cadenciers de commandes qui se plongent dedans. Des fois, j'entends des responsables dire j'ai passé ma commande en 20 minutes. Je pense que non, on n'est pas du tout dedans. Je pense qu'une commande, elle doit prendre beaucoup de réflexion. Plus le responsable est dans sa gestion, plus sa marchandise sera fraîche et justement, il y aura moins de problèmes sur ces produits en rayon. Comme tu disais, il n'y a pas de code barre sur une banane. Et je pense que tout le monde sait comment une banane doit être en rayon et comment elle doit être mangée. Et c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous, on l'achèterait? Est-ce que nous-mêmes, en tant que vendeurs, on va acheter le produit si, par exemple, la banane est tachée noire ou on voit mais elle est bleutée? Tout ça, c'est des réflexions qu'on doit se faire sur le terrain. Et justement, c'est nos indicateurs en tant que vendeurs ou responsables de se dire non, là, on est allé trop loin, le produit, il faut qu'on passe à autre chose. Sur les boîtes anti-gaspillage, comme tu disais, beaucoup d'enseignes s'y sont mis parce que ça a été un peu l'actualité de dire on fait l'anti-gaspillage. Je pense qu'en fait, le problème, c'est que l'action, elle n'est pas allée jusqu'au bout. Ça a été mis en place, sauf qu'en fait, en magasin, c'est pas suivi comme ça devrait être suivi. C'est pas assez mis en valeur. C'est une contrainte quelque part pour les équipes de le faire.
parce que c'est beaucoup de tri, beaucoup de temps et pour pas beaucoup de revenus. Donc au final, ils préfèrent mettre en casse et pas forcément faire les boîtes. Pour moi, les boîtes soit sont pas respectées dans le sens. Ouais, c'est intéressant ça. En fait, c'est au moment où on va jeter le produit que là, on le met en boîte. Alors que non, le problème, c'est pas ça. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. C'est se dire, le produit, je vais le mettre en boîte parce que je sais que je vais pas le vendre. Donc, le produit, il est pas encore mort, il est pas encore jetable. Donc là, je le mets en boîte, dans la boîte anti-gaspillage. Souvent, ça va être la salade fanée qu'on va mettre dans la boîte et finalement, le client, il l'achètera pas. À part pour donner aux poules, il va pas le manger lui-même. Donc, en fait, il faut vraiment anticiper cette boîte, se dire 2 jours avant de le jeter, là, je le mets en boîte. Parce que pendant 2 jours, je vais le temps de le vendre à 2 € au lieu de jeter 4 €. Au moins, on récupère 50% de sa casse. Ouais, parce qu'il y a un parti pris finalement qui est fait par les chefs de rayon, c'est il faut trouver l'équilibre entre je conserve ma marge ou je réduis ma casse. Finalement, il y a presque 2 indicateurs qui se confrontent. C'est difficile à jongler entre les deux, non? Oui, je pense que c'est difficile parce que Entre faire de la marge et mais c'est diminuer la ça, et démarche. c'est surtout ce qui se passe souvent, c'est que les responsables, ils sont contraints par des objectifs derrière. On leur demande des objectifs de marge, donc forcément, ils veulent faire attention à ça. Et c'est normal. Mais je pense, derrière les objectifs, il faut aussi penser produit et client, et relation client. Plus vous allez proposer des boîtes anti-gaspillage qui n'ont pas des produits valorisés dedans, plus les clients, ils les achèteront pas. Normalement, les boîtes anti-gaspillage doivent être vendues à partir de midi. À midi, il ne doit plus en avoir. C'est les premiers achats et on se dit, à midi, j'ai plus de boîte. Mais je pense que les enseignes qui ont créé, ça a été très bien de le créer, mais c'est pas suivi. Il n'y a pas de fond derrière. Moi, j'ai même beaucoup de magasins. Ça fait des mois que leur carton de boîte anti-gaspillage, ils sont derrière, ils sont toujours pas mis en rayon. Parce qu'il n'y a pas eu cet appui des enseignes derrière pour aller au fond de l'idée. Il n'y a pas eu les formations nécessaires non plus. C'est toujours marge, et j'attends de plus pouvoir le vendre pour le proposer autrement. Alors que non, faut anticiper. Il y a une question qui me vient sur, on parle du produit, on parle de l'anti-gaspi. J'ai souvent des questions autour de la remballe. Je sais qu'il y a plusieurs écoles, notamment des écoles qui disent il faut remballer tout le verre, d'autres qui disent il faut juste couvrir les produits. C'est quoi ton conseil là-dessus? Que ça contribue aussi justement à diminuer cette démarque. Tout à fait, la remballe, c'est très important. Alors, je pense que oui, il y a des enseignes qui ne remballent pas. Pour eux, c'est pas important. Moi, je pense que certains produits peuvent être couverts, comme les pommes de terre. Ok, pendant la nuit, ça évite que de 5 heures jusqu'à l'ouverture du magasin, les pommes de terre, elles soient prises de lumière. Pas de souci. Par contre, je pense que oui, le verre doit être emballé ou maintenu au frais. Là, j'ai eu un exemple il y a pas longtemps, c'était maintenu au frais toute la nuit, sauf que les meubles, ils étaient à -1, 0. Sauf que non, on n'est pas du tout dans la bonne conservation, c'est beaucoup trop froid. Et le matin, arrivé, les salades, elles étaient congelées. Donc c'était pareil, c'était poubelle tout de suite, alors que c'est dommage, j'avais l'outil pour. Il faut vraiment être rigoureux sur les températures de stockage qui sont importantes pour les légumes, parce que sinon, tout de suite, déjà qu'il y a beaucoup de chocs thermiques entre les camions, les livraisons et le stockage, si en plus de ça, au magasin, on ne pousse pas à contrôler nos températures, forcément, on va à la casse. Donc, je suis pour les deux techniques, pour la remballe et pour la mise en frigo, sauf qu'il faut au moins que la mise en frigo soit respectée. Et normalement, le verre n'est pas présent, il n'y a pas de montagne de salade le soir. On est censé avoir un rayon propre, à plat, et juste proposer jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture du magasin, et pas avoir des montagnes jusqu'au bout. C'est sûr que sinon, on va droit à la casse. J'imagine que toi qui accompagnes plusieurs magasins, tu dois avoir des pratiques très différentes, effectivement selon les magasins et même selon l'expérience des chefs de rayon. Il y a même des chefs de rayon parfois très expérimentés qui ont des mauvaises pratiques depuis des années et on l'aura jamais dit finalement. Mais c'est ça. Et c'est vrai que oui, alors, c'est ce que j'adore dans mon métier, c'est à chaque fois que je rencontre un responsable, je rencontre une personnalité différente et je peux apprendre encore demain. Quand ils ont 30 ans, fruits et légumes, on en apprend tous les jours. Mais justement, en fait, souvent, les plus anciens dans le métier, ils ont eu leur façon de travailler. Donc souvent, c'est un peu des bourrins, des fruits et légumes, et il y a des volumes partout sur leur rayon. Ils ont des très beaux rayons, mais ils travaillent à l'ancienne. Et justement, dans ce travail à l'ancien, souvent, je pense qu'ils perdent de vue que les produits, c'était pas les mêmes avant. Ils n'étaient pas mûrs de la même façon, c'était pas les mêmes productions. Et donc, en fait, le soin des produits, maintenant, est plus important qu'avant. Et oui, c'est toujours agréable de rencontrer des anciens parce que on en apprend tous les jours et ça, c'est top. J'ai une question, je rebondis encore parce que c'est hyper intéressant. Tu parlais de produits, de variétés différentes. Est-ce que, en tant que chef de rayon, on est aussi sensibilisé à l'évolution justement des variétés, l'évolution des fruits et légumes? Je sais que tu vois, il y a différents types de bananes, par exemple, il y a différents types d'oranges, de pommes, qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés organoleptiques, on appelle ça comme ça. Est-ce qu'on est sensibilisé aussi à cette notion de qualité et propriété du produit? Après, je pense que chaque responsable doit connaître ses produits, parce que ça passe déjà par sa connaissance personnelle, parce que je pense que si on est venu à être responsable, c'est qu'il adore ce qu'il fait. Et en plus de ça, c'est quand même
bien de connaître les produits et l'avancée des produits, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de variétés qu'avant, beaucoup moins de façons de production aussi qu'avant. Donc, je pense qu'il faut se tenir informé de l'actualité, et je pense ce qui manque aux enseignes aussi, c'est justement cette formation continue de faire avancer leurs équipes avec l'actualité, mais aussi par la transmission pour les équipes. Je pense que les équipes ont besoin de connaître, ont besoin de goûter les produits, ont besoin d'être informés par leurs responsables, parce que c'est quelque part leur mentor sur le rayon. Donc, ils ont besoin d'être accompagnés, et justement, le responsable se doit de connaître toutes ces avancées pour les transmettre. Alors, troisième question, Chloé, cette fois-ci sur le sujet du merchandising. Alors, effectivement, on ne met pas en avant des fruits et légumes comme on met en avant une palette de Coca-Cola ou des boîtes de conserve. C'est quoi pour toi les grandes astuces du rayon, les grandes astuces merchandising du rayon? C'est quoi les bonnes pratiques que tu inculques auprès de tes élèves et des gens que tu formes? C'est vrai que moi, j'entends beaucoup à l'ancienne, comme on disait juste avant, c'est que j'entends beaucoup le volume fait vendre. Pour moi, c'était avant, c'était top. Je pense qu'ils avaient moins de soucis que nous. Maintenant, c'est plus ça. Alors, je vois des très belles photos sur Link, des montagnes de mangue, des montagnes de pommes. J'ai du mal à mettre un like parce qu'en fait, je sais que derrière, alors c'est une très belle photo, mais je sais que derrière, le produit, il souffre. En fait, je sais que la pomme va être bleutée. Je sais que le client, quand il va l'avoir chez lui, il va la garder 2-3 jours et puis après, il va avoir un gros bleu qui arrive sur sa pomme. Je sais que derrière, la satisfaction client, il sera pas. Donc, c'est dommage parce que justement, ils veulent faire de belles choses, mais finalement, si on réfléchit plus loin, je pense qu'il faudrait réduire ces volumes-là. Déjà, au niveau merch, je pense qu'un rayon bien à plat, bien proportionnel, chaque volume, c'est vachement plus beau qu'un volume, que des rayons avec des volumes à droite à gauche. Je pense qu'aussi les descentes entières sont souvent négligées. Je pense qu'une descente entière d'un produit fait vendre le produit en lui-même. Il offre beaucoup plus de visibilité. Ça arrive beaucoup souvent, il y a des panaches, des mélanges sur une descente alors que c'est un produit qui est vachement porteur. Je pense qu'on peut le laisser tel quel, faire une belle descente et avoir vraiment de l'impact sur ce produit-là, surtout qu'on sait qu'il est porteur. Pareil sur les nouveautés, des fois on se dit ouais c'est une nouveauté, je ne connais pas. Je vais proposer un colis, mais ce colis va être caché. On peut tenter le produit, mais on sait qu'on va peut-être faire de la casse, mais au moins on le tente. On met, une fiche recette, on met une PLV qui change un peu, qui attire l'œil. Et justement, on va proposer un nouveau produit au client, on va le faire goûter. Et là, on va pouvoir aller chercher, connaître notre produit, voir s'il est vraiment vendeur et faire découvrir de nouvelles choses, que ce soit aux équipes ou aux clients. Faut donner sa chance au produit, entre guillemets, quand on prend des risques, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, même si on sait que ça va coûter cher, des fois il y a des produits qui vont coûter super cher, mais on sait qu'ils vont avoir un super goût, mais il faut tenter, il faut y aller. J'ai fait des TG entières de pitaya jaune. C'est quand même un produit qui va être, pour certaines enseignes, qui va être à 15-20 euros le kilo. Mais non, je les ai tentés même moi, on m'avait dit à l'époque, mais non, mais comment ça se fait que tu proposes autant de... comment ça se fait que tu commandes autant de colis? Mais oui, mais je peux pas tenter. Et je vais passer la journée devant ma TG parce que je vais les vendre. Ça n'a pas loupé, il me restait 2 colis à ma fin de journée. J'ai tout vendu. Et les clients, ils étaient contents parce qu'ils se disaient, mais en fait, c'est un produit, mais c'est miraculeux, c'est super bon. Et voilà, on a tenté. Et j'ai fait le top vente, je crois, de cette promotion-là. C'est hyper intéressant. Ça c'est un bon enseignement. C'est pas hésiter à prendre des risques, faire des paris aussi sur des produits, parce qu'il faut aussi éduquer le consommateur, l'emmener faire découvrir aussi de nouveaux produits, pour augmenter ton panier d'achat, ton panier moyen, et aller chercher de la marge supplémentaire, j'imagine. Quatrième question, Chloé, c'est le point de la saisonnalité qu'on a déjà évoqué. Le chef de rayon, tu l'as dit, doit gérer sans cesse de nouveaux arrivages, des nouveautés. Il doit aussi en arrêter quand c'est plus la saison. Comment tu gères ce principe de la saisonnalité? Tu as commencé à l'expliquer avec les 4 implantations de rayons. Comment toi tu gères concrètement? Moi je le gère dans le sens où je la programme. En fait, je sais que à partir de tel moment, on va avoir peut-être la saisonnalité des pêches, nectarines, des fraises. Je sais que ça va être le moment. Je vois sur les calendriers de ma centrale d'achat qu'il y a beaucoup plus d'offres sur ce produit-là. Tout de suite, on le sent. Et justement, on se dit, là, je sais que je vais prévoir mon implantation la semaine prochaine. Comme ça, j'arrive, je commande tout à la centrale, toutes mes nouveautés. Et on met tout de suite en avant tous les produits. Et on ne loupe pas un centime de cette saison. Moi, j'ai un petit souci aussi sur ça. Ça va être avec les centrales d'achat. Pour moi, ils sont là pour proposer les meilleurs produits à leurs clients, donc à leurs enseignes, à leurs magasins. Mais ce qui va se passer, c'est que toute l'année, souvent, ils vont proposer les mêmes produits. Toute l'année, le cadencier de commande, il va être rempli de tous les produits. On va retrouver de la cerise, de la pêche nectarine à Noël. Je suis pas pour ces pratiques-là. Parce que le chef de rayon, ça va le perdre un petit peu. Toute l'année, il va avoir 15 références de pommes. Pareil, je pense que ça va le perdre. Je pense que c'est mieux que ce soit ciblé. Voilà, tu es en telle saison, tu proposes 4 variétés de pommes, ça suffit. Ton consommateur,
il n'est pas là pour ça, il est là pour acheter ses pêches nectarines et voilà, il veut plus de l'abricot. Et une centrale d'achat devrait aiguiller justement ces magasins, les aider dans ce sens-là, leur donner plus de levier sur la saisonnalité. Ah, c'est intéressant ce rôle des centrales d'achat. Tu considères que les centrales d'achat ont pas ce rôle finalement d'accompagnateur des magasins? Elles sont peut-être dans une logique d'achat plus que dans une logique de faire du cas par cas pour les magasins, quoi. Ce qui est logique aussi. Hein. Globalement, c'est ce que je trouve. Alors c'est bien parce qu'ils proposent tous les produits, les chefs de rayon après à même de proposer la gamme qu'ils veulent. Mais je pense que il y a des périodes comme l'hiver ou l'été, il faudrait vraiment sensibiliser les centrales d'achat. C'est tel produit doit être mis en avant et peut-être mettre, je sais pas, des sous-familles dans leur cadencement, des sous-familles. Tu as toute la gamme dans cette là, toute la gamme a été proposée, mais par contre, quand tu es dans la saison d'été, je vais te proposer pêche, nectarine, melon, pastèque, et là, vraiment, tu seras sur toute la nouveauté de la saison et ça peut aiguiller plus les magasins justement à se dire, bon, là, faut que ce soit impactant, j'ai une melon qui arrive, je vais sortir mes TG, je vais sortir mes pastèques et on va pouvoir se concentrer sur ces produits-là. Et donc, finalement, ce qui va se passer, c'est que les rayons qui sont pas de saison vont se réduire et vont aussi réduire la casse. Parce qu'on va commander toute l'année la même chose, sauf que le consommateur, lui, forcément, il se cible. Il va se cibler, il va vouloir manger que des nectarines en été. Donc, forcément, les agrumes, si on commande toujours de la même façon qu'en hiver, forcément, on va dans la casse. Et le responsable, il est censé justement anticiper tout ça. Et donc, je pense que par les centrales d'achat, quand le responsable passe sa commande et qu'il réfléchit vraiment, et ben là, forcément, il sait sur quel produit cibler ses achats. Ouais, hyper intéressant. Et alors, on a parlé des centrales d'achat. Est-ce qu'on peut parler rapidement peut-être du direct, du local? Quel est le bon mix selon toi entre achat centrale d'achat et achat producteurs locaux? Alors, ça arrive que les centrales d'achat proposent des producteurs locaux directement via leur centrale. Mais oui, bien c'est sûr. vrai que Oui, ça peut aider justement les producteurs locaux parce que comme ça, au niveau des transports, c'est plus avantageux pour eux. Moi, je pense qu'il faut absolument regarder autour de chez soi, autour de son magasin, regarder toutes les productions qui sont faites, est-ce qu'il y a des maraîchers, est-ce qu'il y a pas, est-ce qu'il y a des producteurs de pommes, et après justement rentrer en contact avec eux et les cibler. Je pense que c'est important qu'il ait sa place dans les enseignes, qu'il contribue à ces ventes, mais aussi parce que je pense qu'il y a quand même des échanges, ils viennent en magasin, ils se rendent compte des implantations et tout ça. Je pense que ça peut être un atout pour les responsables d'avoir justement ces producteurs avec eux. Le direct, moi, je suis pour les directs parce que les centrales d'achat ne sont pas parfaites, les directs ne sont pas parfaits. Donc, je pense que de faire moite-moite des deux, c'est bien. Toujours de comparer les prix et de voir ce qui est le plus impactant pour votre enseigne à vous. La seule chose avec un direct, je dirais de la méfiance, c'est qu'en fait, le direct, il va vous proposer des merch, il va vous proposer des super opportunités. Sauf qu'en fait, pour moi, il y a toujours un loup derrière, il y a toujours quelque chose derrière. Il s'y retrouve tout le temps. Comme le merch. Le merch, ce qui va se passer, c'est quand il va venir au magasin, il va forcément agrandir le linéaire qu'il a. Il va toujours vouloir avoir les meilleures places. Je pense que le responsable doit toujours rester maître de sa surface de vente et de savoir dire stop au direct. C'est le seul truc qui des fois, m'interpelle. Quand le direct prend trop de place. Tu penses quoi des plateformes qui digitalisent cette relation entre les producteurs locaux et les distributeurs? Je sais pas si tu connais des plateformes comme Consensio qu'on a déjà reçu sur le podcast ou Keops qu'on a déjà reçu aussi sur le podcast. Qu'est-ce que tu en penses de cette émergence de solutions? Je pense que toute solution est bonne à prendre. Je pense qu'on a un univers, on a une filière qui est quand même assez ancienne, on va dire. Enfin voilà, on n'a pas à manger les fruits et légumes, ça vient de plus loin que nous. Et je pense qu'il faut toujours trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles technologies. Il y a plein de choses à aller chercher et je pense que ça peut être une solution pour les magasins de se tourner vers ce genre de plateforme. Ouais. Alors, 5e question, qui est un peu particulière cette fois-ci. Il y a très peu de femmes à diriger un rayon fruits et légumes. C'est un rayon très technique, voire physique. Comment on se fait sa place dans un monde d'hommes? Quel est ton retour d'expérience, toi, Chloé? Ça a été très très dur pour moi de rentrer dans ce milieu-là, même si j'en venais quand j'étais plus petite. On est plus jeune, donc c'est pas pareil. Mais quand on arrive vraiment dans le monde adulte et qu'on rentre dans un milieu d'hommes, c'est compliqué de faire sa place parce que on n'a pas les mêmes muscles, on n'avait pas forcément la même rapidité. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai dû muscler tout simplement. J'ai dû pouvoir porter 2 cartons de bananes en même temps pour dire moi je peux le faire aussi. Je pense qu'en fait c'est dommage parce qu'il faut prouver. Il faut vraiment prouver qu'on est capable de faire autant ou de faire mieux qu'un homme. Pour certains profils d'hommes qui peuvent être un peu à se dire c'est une femme donc je vais la mettre de côté et la mettre à l'amende. Alors que non, pas du tout. Je pense que toutes les femmes peuvent y arriver.
L'atout des femmes, c'est d'être dans le détail. Je pense que j'ai quand même beaucoup rencontré de profils de femmes dans le milieu. Et en fait, elles sont plus dans le détail, elles sont plus avenantes aussi avec les clients. Elles prennent plus le temps de faire les choses avec minutie, comme le choix des produits. Je pense qu'elles sont plus impliquées en fait dans le métier qu'elles font. Si elles savent pas faire, elles savent justement demander d'être formées ou d'être accompagnées parce qu'elles savent pas faire, justement pour pouvoir faire elles-mêmes. Et c'est vraiment, je pense que c'est dommage parce que je pense qu'elles ont vraiment leur place dedans. On a beaucoup de technologies maintenant qui font que les poids sont pas aussi lourds qu'avant. On n'est plus obligé de porter nous-mêmes. On a des tables, on a des cannes, Bien sûr. Et ouais, je trouve dommage que c'est pas plus de visibilité dans ce milieu. Ouais, c'est très cliché, hein. Effectivement, c'est un métier qui demande une exigence physique importante. On a tendance à mettre les hommes au rayon fruits et légumes et les femmes au rayon parfumerie. Malheureusement, c'est un gros cliché, mais je pense que ça fait du bien des fois de voir d'autres genres sur des métiers d'hommes, par exemple, des femmes sur des métiers d'hommes. T'as un exemple intéressant. Sixième et dernière question avant la fin de ce podcast, et question qui devrait intéresser d'autres chefs de rayon. Comment pilote-t-on ces équipes en magasin et des besoins en tant homme? Sur quelle base de calcul tu prépares tes plannings, toi? Ou tu préparais tes plannings? Alors, juste, moi, pour commencer, j'ai quand même je me suis toujours fixé, alors ça parle peut-être plus aux adhérents ou aux directeurs de magasin, mais je me suis toujours fixé un barème de chiffre d'affaires en fonction des hommes que j'ai besoin. Pour moi, c'est pour une tranche de 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un collaborateur. Donc, par exemple, un magasin qui fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est minimum, bien un minimum, c'est 3 collaborateurs sur le rayon. Et je ne prends pas le responsable de rayon. Le responsable de rayon, c'est censé être le maître d'orchestre. On prend 30 000 euros par mois. Hein. Non, en semaine. Ou par je parle en semaine. Moi, je parle vraiment tout le temps en semaine. Okay. Je pense que même pour les chiffres des chefs de rayon, je pense que parler en semaine, c'est toujours mieux. Il faut vraiment savoir où l'on va d'une semaine à l'autre. Quand on parle par mois, c'est un peu vague. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est qu'ils parlent par mois parce que souvent, c'est avec leurs inventaires. Parler en semaine, c'est bien, on sait vraiment où on va dans nos commandes. Et donc, pour revenir aux effectifs, c'est 30 000 euros la semaine. Si mon chiffre d'affaires, il est à 30 000 euros la semaine, j'ai 3 gars sur mon rayon. Après, plus, mais vraiment, c'est 10 000 euros. Ce que je vois beaucoup en magasin, c'est qu'en fait, entre midi et 2, il n'y a personne. Il y a beaucoup d'enseignes où entre midi et 2, il n'y a pas de collaborateurs sur le rayon fruits et légumes. Alors que je pense que c'est un rayon qui a besoin d'un être humain présent toute la journée, surtout pour les clients. Oui. Et en fait, souvent, ça va être les équipes font 5h midi. Ils vont être peut-être 3 le matin à faire 5h midi. Et après, ça commence à 14h jusqu'à la fermeture. Et ils vont être 2. Moi, je pense qu'il est important de ne pas faire commencer tout le monde à la même heure. Alors, on veut très bien faire 2 collaborateurs à 5h et un entre 7 et 8h qui va justement pouvoir prolonger jusqu'à l'arrivée de l'après-midi. Ça permet d'avoir toujours quelqu'un. Et je ne pense pas que ce soit productif d'avoir 4-5 gars qui soient à la même heure à 5h. Parce que, voilà, chacun a sa tâche et je pense qu'on peut très bien les faire commencer en décalé, comme l'après-midi. On n'est pas obligé de faire fermer 3 collaborateurs à 20h. On peut très bien en faire fermer 2 à 19 ou à 17 et un seul à 20h. Vraiment, il faut faire en fonction du flux d'activité et quand même favoriser l'après-midi. C'est ce qui passe aussi régulièrement, c'est que l'après-midi, il y a souvent un seul collaborateur pour faire toute l'après-midi. Donc ça doit s'occuper du chargement, du ménage et en plus de la remballe du soir. Je pense que c'est quand même beaucoup pour un seul collaborateur. Surtout qu'on a quand même une vague très importante à 16h, entre 16 et 17h et 18h. On a la vague du soir, on a les bureaux qui finissent et on a quand même une bonne vague de clientèle. Et souvent, quand on regarde dans les chiffres, le panier moyen est inférieur à celui du matin. Alors que pas du tout, on pourrait avoir exactement le même, voire plus pour certaines fois, ou certaines zones géographiques. J'ai une dernière question qui va rappeler tout ce qu'on a pu évoquer durant ce podcast. Quels sont les grands conseils selon toi que tu donnerais à un chef de rayon qui commence en grande distribution sur ce rayon fruits et légumes? Alors qui commence, si vraiment il y connaît strictement rien, c'est déjà vraiment de se porter sur le produit. Je pense que plus il en apprendra des produits, plus déjà, même personnellement, il se sentira bien, il se sentira à l'aise dans son rôle de responsable. On a un métier de passion et je pense que les produits, il faut vraiment les aimer, les connaître par cœur, les goûter. Franchement, s'il arrive et qu'il les goûte tous, et qu'il, je sais pas, il fait un repas avec même ses équipes, tout le monde les goûte. Et comme ça, tout le monde sait de quoi il parle quand il travaille le produit et quand il parle aux clients. Ça ajoute un pouce aux clients, les clients adorent ça quand on... Ouais, qu'ils sachent quoi vendre, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, qu'ils prennent confiance, et c'est un rayon qui fait super... Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, c'est lumineux, il y a de la couleur, il y a plein de choses à faire sur le rayon et je pense que on peut que aimer ça. Il va aimer le produit et après ça va venir tout seul. Et surtout sur les commandes, je pense aussi, c'est d'arrêter de prendre le stock. Ils aiment bien le stock de sécurité. Des fois, on a un petit colis de pommes derrière, mais par contre, tous les jours, on prend 2 colis de sécurité. Faut l'arrêter celui-là. En tout cas, merci beaucoup Chloé pour cet échange. Merci à toi.
pour toutes ces questions que tu as parfaitement répondu. Je pense que ça va être très utile à tous ceux qui nous écoutent. Je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn dans la description du podcast et le lien vers ton site aussi pour qu'on puisse éventuellement te solliciter pour des besoins en magasin. Merci à toi, Chloé. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution. Sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, vous êtes plus de 450 000 à nous suivre. Vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnements à destination des commerces. Pour en savoir plus, cliquez dans le menu Agence ou ressources sur l'accueil de notre site. À bientôt!